Parfait. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir choisi cette conférence Lean en action pour partager une histoire Lean. Merci aux sponsors. J'ai été pendant quelques années aussi dans l'organisation et je sais à quel point ils sont importants parce que sinon vous paierez votre place beaucoup plus cher que zéro. Et donc c'est très important de les avoir. Donc merci à eux de permettre ce genre d'événement. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas Ploquin, je suis coach Lean chez Octo, ex-coach agile, ex-scrum master, ex-chef de projet, ex-développeur, voilà, Black Belt. J'ai écrit un livre Culture Kaizen qui est libre, c'est un livre blanc disponible sur le site d'Octo si cela vous intéresse. Il est rempli de rex, il y a des interviews qui sont très intéressantes. Et puis vous voyez cette tête là, c'est à peu près la tête que j'avais quand je suis arrivé dans cette mission, puisque j'ai l'habitude d'arriver, de faire des accompagnements de dirigeants, de programmes agiles avec plusieurs centaines de personnes, et puis là on m'a dit on va s'occuper d'une équipe d'une dizaine de personnes. J'y allais donc plutôt serein, avec le grand sourire, jusque au moment où j'ai... Tiens, ça marche plus. Ok, quand ça décide de ne plus marcher, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et j'ai eu la présentation du contexte de cette équipe. Donc on est dans un grand groupe français, un groupe français qui fait rêver notre jeunesse d'aujourd'hui. Et la N+2 de l'équipe me présente l'équipe. Et quand elle me le présente, je commence à ressentir un peu de difficulté, puisqu'elle est littéralement au bord des larmes, en train de me dire que l'équipe, elle est en train de craquer, qu'elle a testé plein de choses, qu'ils sont au bord de gouffre, ils n'arrivent plus à s'organiser. Ils sont dans une difficulté infinie. Et donc, je commence à comprendre certaines choses. Ils ont testé, ils ont fait venir des coachs agiles, etc. Ils étaient vraiment en grande difficulté. Et je me dis que c'est plutôt bien, puisque Marc Desmougeot, qui nous avait accordé un long entretien, et qui est dans Culture Kaizen d'ailleurs, nous avait dit que le Lean lui avait permis, après un accompagnement, lui avait permis de craquer des sujets que l'on pensait incraquables. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer du coup avec cette équipe. Cette équipe, pour vous donner un petit peu de contexte, on est dans une grande DSI avec plus d'une centaine de chefs de projet qui portent chacun plusieurs projets. Déjà là en cours, voilà. Avec plein d'équipes dans cette DSI, d'équipes diverses et variées, technologies, etc. Et parmi toutes ces équipes, une en particulier, l'équipe réseau. Une équipe réseau d'une dizaine de personnes qui est submergée de demandes de tous les chefs de projet, de toutes les autres équipes. Ils ont des demandes de support, de maintenance, mais aussi de déploiement, d'ingénierie, d'installation de salles de serveurs, etc. Ils croulent sous les demandes. Ils n'arrivent pas du tout à gérer leur activité et ils sont donc submergés par la masse de travail. Ils travaillent le week-end, ils travaillent le soir, la nuit, ils travaillent un peu tout le temps. D'où la grande difficulté que la N+2 avait à nous décrire la situation. Et bien sûr, ils sont au cœur d'une majorité des projets de la DSI, qui sont tous, bien sûr, tous prioritaires. Ils sont tous en P0, hein, voilà, le fameux P0, là où il y a tous les projets. Et P1, c'est le projet qui ne sera jamais fait. Et donc, voilà, ils se retrouvent donc dans une très très grande difficulté. Alors là, j'ai sorti mon Daruma. Je sais pas, vous connaissez le Daruma ou pas? Voilà, Daruma, c'est une petite, c'est des croyances, hein, c'est une petite statuette qu'on a au Japon dans les. Ce sont des croyances. On va chercher un Daruma avec un vœu, et quand on lance le vœu, on colorie l'œil gauche, comme je fais là. On a colorié l'œil gauche, et à partir de ce moment-là, on s'engage à faire tout ce qu'on peut pour que le vœu se réalise. Et quand on a réalisé le vœu, on colorie l'œil droit, ou alors on retourne au temple, et puis dans un rituel, on met le feu au Dharma. Bon, bref. On va essayer de garder le briquet au chaud dans la poche. Ce qu'on voit dans le Lean, c'est que régulièrement, les managers croulent sous énormément de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, des nouveaux outils, l'IA qui arrive. Et puis en plus, on a du Jira, on a du Trello, et puis on a de l'Agile, et puis alors, dans l'Agile, il y a Safe, il y a Scrum, il y a Less, on a trop de trucs. Et en fait, en faisant ça, ils perdent quelque chose que nous, on met en place, c'est le management opérationnel.
On perd de vue la simplicité du management opérationnel avec noyé au milieu d'énormément d'outils et de méthodes. Et c'est dommage parce que le management opérationnel, c'est la clé pour craquer les sujets qu'on croyait incraquables de Marc de tout à l'heure. Notre conviction, c'est justement que le management opérationnel est la clé pour améliorer la satisfaction du client, des collaborateurs. Pardon. Et donc, quand on arrive sur une mission comme ça, le premier point, ça va être d'essayer de construire le consensus. Construire le consensus, c'est quoi D'après Egersheim, c'est d'atteindre le consensus, c'est le processus de construction d'une réalité partagée. Et une réalité partagée, jusqu'à présent, on va travailler sur des problèmes, puisqu'on avait eu, jusqu'au moment où on a commencé à travailler avec eux, on avait eu beaucoup de soucis qui ont été exprimés. Ils ont exprimé énormément de soucis, mais finalement bien peu de problèmes. Justement, la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un problème? Avez-vous une définition du problème? Il y a eu des indices ce matin, apparemment j'y étais pas, mais il y a quelqu'un qui a fait une conf là-dessus. Un écart de performance. Voilà, ça c'est bien. Tu étais ce matin très cher. Voilà, donc c'est un écart de performance. En fait, c'est un écart de performance chiffré et qui a du sens pour le client. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on dit on a plein de problèmes de qualité, on a des problèmes de délai, les clients ne sont pas contents, tout ça ce sont des soucis. Et on voit bien que c'est impalpable, c'est insaisissable, c'est un petit peu difficile pour l'équipe. Et quand on va passer dans le monde du problème, on va rentrer dans un monde beaucoup plus clair, chiffré et surtout actionnable pour l'équipe. Donc quand on nous dit on n'a pas le temps de s'occuper du flux de demandes classique car on perd du temps dessus, on va regarder ce que ça représente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en regardant l'âge du stock, on a regardé les tickets, en regardant l'âge du stock, on voit que, en effet, on a 94% des tickets qui ont plus de 50 jours. Les demandes de support, c'est embêtant. On a 107 tickets en stock, de support en stock, et on a 50% des problèmes qui ont des problèmes de qualité entrantes. En gros, le ticket qu'on leur donne, ils n'ont pas de quoi travailler dessus. C'est embêtant. Deuxième souci, il n'y a que 40% des tickets qui sont dans leur stock qui sont pour eux. Les autres tickets ne sont pas pour eux. C'est embêtant aussi, puisqu'ils passent beaucoup de temps, du coup, quand ils travaillent dessus, à réassigner le ticket. Sous-entendu, à rechercher pour qui c'est, etc. Ok, donc on passe d'une phrase à des choses beaucoup plus chiffrées. Les demandes de flux sont toujours réalisées dans l'urgence sans avoir la possibilité de s'organiser. Ok, ça c'est ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé le flux entrant, le flux sortant. Est-ce que l'équipe arrive à répondre à la masse de demandes qu'on leur fait? Sur 111 demandes qui ont été faites les 9 semaines avant notre arrivée, 46 avaient été traitées, 29 étaient en stock, 36 avaient été annulées. Quand on a regardé ce qui était encore en stock, les 29 qui étaient en stock, on en a vu que 23 étaient simples, moins de 2 heures, c'est une bonne indication là-dessus pour nous, c'est-à-dire qu'on peut les traiter plus facilement que les autres. 6 étaient complexes et nécessitaient un peu plus de recherche, plus de 2 heures, voire parfois même la journée. Et on a eu 60% des demandes qui étaient annulées qui étaient dues au RSSI, des problèmes de compatibilité et avec légal. Voilà, on n'était pas dans les normes. Pour le coup, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, 40% c'était de la qualité in, les personnes qui n'étaient pas formées à donner les bonnes informations à l'équipe. Ok, on est un petit peu plus clair là-dessus aussi. On a beaucoup de projets en cours. Beaucoup, ça on n'aime pas trop en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les projets en cours. Dans la DSI, il y a 180 projets en cours. Sur les 180 projets en cours, il y en a 32 qui sont actuellement dans les mains de l'équipe réseau. Et on a regardé à quel statut sont les projets qui sont dans la main de l'équipe réseau. Donc sur les 32, on voit que 79 projets sont dans un statut de cadrage et en cours de déploiement. 79% sont sur ces deux statuts-là. Deuxième chiffre qu'on a regardé, c'est ces projets, ils sont pour quand? Et là, la grande surprise, c'est que 66%, ils sont pour... On ne sait pas. Et ça, c'est embêtant. Parce que dans le lean, on veut essayer de les mettre en situation de savoir ce que c'est que réussir quelque chose. Et pour savoir ce que c'est que réussir un projet, on est d'accord qu'avoir la date, c'est intéressant. Hein, si on vient vous voir pour un projet en disant « Hey, le projet, là, il en est où ?» je sais pas, je connais pas. Bah oui, mais c'était la semaine dernière. C'est compliqué de vous mettre en situation de réussir un projet la semaine dernière.
Donc voilà, donc là on a eu un bon sujet, 66% n'avaient pas de jalons connus. Nos personnes clés sont surchargées. En effet, on avait des Superman dans l'équipe. Alors c'est des équipes d'experts, c'est souvent le cas, hein. Dans les équipes d'experts, il y a souvent des gens qui se démarquent un petit peu. Mais c'est souvent les gens qui malheureusement prennent beaucoup de charges sur eux. Et on a en effet 90% des tickets des 32 projets en cours qui sont supportés par 44% de l'équipe, vous les voyez là-dessus. Et 3 personnes qui travaillent sur l'étape de cadrage, 12 projets. Donc 12 projets, c'est 38% des projets en cours. On m'a fait la réflexion la dernière fois que j'ai donné cette conférence, la seule fille, elle a 0 projet, c'est parce qu'elle faisait autre chose. Hein, non, vraiment, elle ne travaille pas sur les projets, mais c'était ok. Voilà, je précise maintenant, parce qu'on m'a fait la remarque la dernière fois. On ne maîtrise pas notre flux de projet. On ne maîtrise pas notre flux de projet. Bah ouais, en effet, il y avait 0 backlog quand on est arrivé, donc pas de planning de semaine à venir. Ça nous embête parce qu'on veut définir les critères de réussite. Et on a 0 standard de gestion de projet. Les projets sont gérés un peu comme ça. Et on a 7 canaux de sollicitation différents. Ça, c'était pas mal aussi. C'est pas mal, hein. L'équipe est sollicitée sur les mails perso, sur une balle qu'ils ont, sur une boîte aux lettres. Ils sont sollicités sur leur téléphone, sur des outils de ticketing, sur un outil de ticketing de flux, par les messageries instantanées, voire même à la machine à café. Il y en a même un qui m'a dit j'ose plus aller à la machine à café, à chaque fois je reviens avec du travail. Bon, du coup, je n'osais pas. Il m'a dit à un moment donné j'ose pas l'épicer. Voilà, c'est triste. Les clients ne sont jamais contents et se plaignent toujours des délais. Eh ben, on va aller voir les clients. On va faire un NPS sur les clients. Les NPS, c'est le Net Promoter Score. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez aller chercher. C'est classer les clients en 3 catégories détracteurs, ceux qui disent du mal de nous, neutres, ceux qui disent pas grand-chose, et les promoteurs, ceux qui disent du bien. Ceux qui disent du bien, c'est tous. Pardon. Ceux qui disent du bien, c'est tous ceux qui sont en vert à droite. Et en gros, ce qui ressort, hein, donc on a un NPS de moins 30, ce qui n'est pas terrible, et en gros, ce qui ressort, c'est le suivi des demandes projet de l'équipe, les allers-retours sur les demandes et la variabilité dans la qualité. On va voir ce qu'on peut en faire. Et enfin, les collaborateurs sont démobilisés. En effet, les collaborateurs sont démobilisés. On a un INPS de moins 50. En gros, ils disent à tout le monde de ne surtout pas venir dans notre équipe parce qu'on n'est pas super bien dans l'équipe. Et dans cette équipe-là, quelque chose qui m'a vraiment touché, c'était ce Damien. Damien, lui, était un expert, un vrai expert. Il avait moyen très largement d'être architecte dans cette entreprise, ce qui était le grade au-dessus des techniciens réseau. Mais il ne pouvait pas, parce que quand on lui a demandé, il disait bah non, si j'y vais, l'équipe elle va exploser. On travaille déjà trop le week-end, etc. Si je m'en vais moi, les autres ils vont claquer. Et donc il mettait sa carrière en suspens pour soutenir son équipe. Et donc ça m'avait touché, ça m'avait un petit peu, ça m'avait donné une petite motivation supplémentaire pour travailler avec eux. Et donc à on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer à passer un petit peu à l'action avec eux. Et donc, maintenant qu'on a compris, qu'on est sorti un petit peu de cette zone un peu brumeuse où on nous avait juste dit des choses, ils sont pas bien, les clients sont pas contents, on a maintenant des chiffres, on sait exactement quelle est la situation, et donc on va pouvoir passer à l'action. Donc le premier truc qu'on va faire avec eux quand on va passer à l'action, bah, c'est qu'on va cafeter à la hiérarchie. On va tout dire au patron. Et c'est vrai, hein, c'est ce qu'on fait. Parce que il va y avoir des changements, il va y avoir des trucs qui vont bouger, et on a besoin du soutien du sponsor. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est que les sponsors, donc là, en l'occurrence, c'était la N+2 et la N+3 de l'équipe, on a besoin que le sponsor comprenne qu'ils vont avoir besoin d'aide, comprennent qu'ils sont dans une situation difficile et c'est pas de leur faute, qu'ils sont pas nuls, que c'est la situation autour d'eux qui est vraiment compliquée. Et donc, on a été leur montrer, ils ont dit ah oui, ah bah oui, là on voit qu'il y a plein de demandes, etc. Bon, voilà. Et donc on les a libérés, ils ont libéré l'équipe pendant 3 jours pour pouvoir travailler avec eux. Et on a travaillé avec eux sur des sujets très précis de qualité, sur les chiffres qu'on a montrés. Hein. L'avantage des chiffres, c'est que derrière, il y a des tickets, il y a des demandes, et donc on a regardé les tickets, on a regardé les demandes, et on s'est amélioré. Et donc on a parlé de délai, on a parlé de coût, on a parlé de satisfaction du client. Et à la fin, l'équipe a montré aux sponsors ce qu'ils avaient fait pendant ces 3 jours, et les sponsors étaient ravis de voir que l'équipe, elle avait envie de bouger, elle avait eu les problèmes avant, elle a maintenant des actions, elle est prête à passer à l'action. Le truc qu'on va faire aussi, c'est mesurer un petit peu ce qu'ils produisent.
Parce que le delivery, c'est bien, mais on a besoin de pièces, on a besoin de choses à compter. Hein, dans les équipes agiles, c'est facile, il y a les user stories, il y a parfois des bugs, des anomalies, des trucs qui passent dans les Kanban. Là, on n'est pas dans ce cas-là, hein, il n'y a rien. Et donc, il y a des cas faciles, le support, le flux, on a des demandes dans des outils de ticketing spécifiques, ça c'est facile. Par contre, sur les demandes projet, c'est un peu plus compliqué. On a défini avec l'équipe qu'on allait mesurer les activités projet. Les activités projet, ce sont des activités qu'ils font. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les 3 dernières semaines avec l'ensemble de l'équipe. Et ils se sont mis d'accord sur l'ensemble des équipes. Par semaine, ils font 10,2 en moyenne. 10,2 activités projet par semaine à l'ensemble de l'équipe. C'était notre point de départ. Et donc, on va leur fixer un objectif. Parce qu'on fonctionne comme ça. Et là, on va mettre un objectif à 20 activités par semaine. Les gens du Lean, c'est tous des... On est méchants, les gens du Lean. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas qu'ils travaillent plus. Ils travaillent déjà beaucoup. On veut qu'ils réinventent leur façon de travailler. Et si on leur dit juste de passer de 10,2 à 11 ou 12, ils vont le faire, hein, mais ils vont le faire en travaillant le samedi ou le dimanche. Le seul jour où ils ne travaillaient pas. Et nous, on ne veut pas ça, on veut qu'ils réinventent leur manière de travailler. Alors que là, en leur mettant 20, il va falloir qu'ils créent une autre semaine dans la semaine. Et ça, c'est pas possible. Donc, ils vont pas le faire. Et ils vont réinventer des choses, ils vont corriger leurs problèmes. Ils vont être un petit peu contraints. Et donc, on va mettre un daily en place. Et dans le daily, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on a à réussir aujourd'hui? On a réussi aujourd'hui, on en a 20 à faire, donc aujourd'hui, on doit en réussir, si on en a 5 jours, on en a 4 à faire aujourd'hui. Ok, lesquels on prend? On prend lesquels et comment on s'organise? Quels sont les obstacles qu'on peut avoir? Et comment on fait pour les gérer? Et le lendemain, question magique. Oh, quelle tâche on devait faire aujourd'hui? Hier? Est-ce qu'on a réussi? Et pourquoi? Et là, on est très précis, hein, on n'est pas en train de raconter sa vie en se passant un bâton de parole. On dit juste, on en a 4, on a 4 trucs à réussir. Lesquels on prend? Comment on s'organise pour sortir ces 4? Ils sont 10 autour de la table, ils parlent des 4 sujets. Ils ne parlent pas chacun de leur truc, de leur réunion, de machin. Ils parlent vraiment dans leurs 4 sujets à sortir. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché parce que l'équipe s'est sentie un peu en difficulté. Parce qu'elle n'a pas réussi. Et les 2 premières semaines, j'aurais bien aimé vous dire on est passé de 10,2 à 11 et 12. Non, on est passé de 10,2 à 7 et 6. C'est pas pareil. En effet, c'est un peu difficile. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas bien, mais on a travaillé avec eux. Et là où ça les a rassurés, c'est qu'en regardant les causes, on a vu que 70% c'était des causes actionnables pour eux. C'était des problèmes de disponibilité et c'était des problèmes de qualité in. Et là, ils se sont dit, ah ouais, en fait, tous ces tickets qui sont en rouge là, en fait, on a peut-être moyen de les sortir en vrai. Et donc, ils ont réfléchi, ils ont réussi à trouver une solution. C'est-à-dire que on va réfléchir tous les jours, on va se dire, on va en sélectionner 4 et tout ça, mais on ne va pas prendre les 4 au pif. On va essayer de prendre les 4 et les sélectionner. Et ça, on va le faire ça en fin de semaine. Le vendredi, on va tous se mettre, on va prendre 45 minutes et on va choisir les 20 qu'on va sortir la semaine suivante. Et ça va nous permettre de réfléchir un peu pour savoir est-ce qu'ils sont bons ces 20 qu'on va réussir à sortir. Est-ce qu'on a toutes les infos? Il y a un problème de qualité in. Donc est-ce qu'on a toutes les infos qu'il nous faut pour réaliser pour la semaine prochaine? Et donc ces mêmes questions que tout à l'heure qu'on se posait tous les jours, on va se les poser à la semaine. Qu'est-ce qu'on doit sortir la semaine prochaine? Comment est-ce qu'on s'organise? Et comment on gère les obstacles? Et la semaine suivante, encore de l'amélioration partout. On va pouvoir se poser la question, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire la semaine dernière et est-ce qu'on a réussi? Enfin, cette semaine, puisque ça se fait le vendredi, on fait une rétro sur la semaine. Et on a utilisé pour ça, on a déployé Jira, Trello. Non, on a pris un fichier Excel. On a pris un fichier Excel. On parlait de simplicité ce matin. Olivier nous a parlé de simplicité. Voilà, simplicité, un fichier Excel pour piloter l'activité, c'est pas mal. Et toutes les semaines, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un fichier et dans la semaine, ils ont dit tiens, on va mettre toutes ces tâches. Voilà, on a prévu de mettre toutes ces tâches. Puis toutes ces tâches, au début, ça ne marche pas super bien parce que il faut savoir si elles sont bonnes ou pas, si elles sont OK. Donc à la fin de la semaine, on mettait en vert celle qui était OK, en rouge celle qui n'était pas OK, et puis on a travaillé sur celle qui était en rouge. Il nous manquait ça en qualité in. OK, on fait quoi? Qualité in, on va faire un standard alors. On va définir ce que c'est notre qualité in. Notre qualité in, c'est on aura ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ah oui, mais il y a un ticket rouge. Oui, on avait oublié. On rajoute ça. OK. Et on fait notre standard de qualité in. Et donc en gros, quand on regardait toutes les demandes, toutes les activités projets qu'on avait, l'équipe a regardé à l'aune de son standard de validation. Si ça passait tous les critères de validation, ça passait dans la semaine. Si ça passait pas dans tous les critères de validation,
Et ben on prenait rendez-vous avec le chef de projet, on lui expliquait le standard. Et on lui disait, bah, t'es gentil chef de projet, mais ton activité, on ne va pas la faire cette semaine, si tu la veux la semaine prochaine, on te donnera, il faut respecter nos standards. Pour le deuxième problème, qui était les problèmes de disponibilité, ils ont essayé, quand c'était possible, d'essayer de se mettre en binôme, voire trinôme. Donc là ce sont les acronymes, enfin les lettres qui identifient les personnes. Donc là, ils sont même mis à 4, là 2. Ils essaient de se mettre à 2 ou à 3 au maximum. Le but, c'est qu'il y ait un leader. Le premier, c'est la personne qui va le faire. Par contre, si elle n'a pas réussi à le faire, elle dit à l'autre d'essayer de se libérer du temps pour pouvoir le faire. Et donc, ils ont réussi à gérer les problèmes d'indisponibilité comme ça. Ils ont été même plus loin, à force de voir les choses et de se dire ah mais ce truc-là, j'aurais dû le faire hier parce que voilà. À force d'avancer comme ça, ils ont même été jusqu'à la journée en se disant bah tiens cette tâche-là, c'est lui qui le fait et puis alors là au pif ils ont même mis l'heure. Bon, voilà, mais parce que ça devait être quelque chose de synchronisé avec une autre équipe. Mais sinon ils mettent la journée, ils mettent des XXX pour dire bah tiens c'est cette journée-là, on va essayer de le faire. Donc c'est eux qui ont décidé de piloter leur activité comme ça. Et quand on veut avoir les bonnes pièces, choisir les vins, c'est intéressant, mais comment je sais que j'ai choisi les bons vins? Les vins sont ok, les vins sont ok niveau qualité. Par contre, comment je sais qu'il ne faut pas en prendre 20 autres? En fait, ça va être selon les délais les jalons des projets. Sauf que les jalons des projets, comme on a dit tout à l'heure, on ne les a pas. Et donc, on a été les chercher. On a pris des rendez-vous avec les chefs de projet. On a pris 15 minutes. Le chef de projet était content qu'on ne leur prenne pas tout leur temps. Et en 15 minutes, on a monté ça en disant tiens, par projet, par chef de projet, par projet, on va regarder les jalons, les futurs jalons, et ce que vous attendez de l'équipe réseau. Et donc, en quelques jours, on est passé de 36% des projets avec jalons à 70% des projets avec jalons. C'était beaucoup plus clair pour l'équipe, parce que pour le coup, quand elle choisissait ses vins, elle est passée à la moulinette de leur standard de validation de demande. Mais en plus de ça, ils savaient qu'avec les jalons, c'était le ticket à faire la semaine prochaine. Concernant le stock des incidents, souvenez-vous, il y a 107 tickets en stock. Ils étaient bien vieux, ces tickets en stock. Et on avait 50% de problèmes de tickets entrants. Ce qu'on va faire, de qualité entrante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris 15-20 minutes, avec l'ensemble des équipiers, et on a dépilé en 20 minutes ce qu'on pouvait, chacun des tickets, pour essayer de les traiter un par un. Celui-là, est-ce qu'on peut le traiter? Ouais, on peut le traiter, hop, c'est rapide. Celui-là, on peut le traiter. Ah bah non, on peut pas le traiter parce que c'est pas pour nous. Ok, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Alors dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je recherche à qui le réassigner, et puis je vais voir le wiki, parce qu'il y a le wiki, c'était une équipe N2, donc c'est transféré des équipes N1 qui du coup eux se sont trompés. Et donc on met à jour un wiki pour aider les N1, etc. D'accord. Et comme nous on a voulu aller un petit peu plus loin, on a été chercher la responsable de l'équipe N1, on a été lui parler pour dire ils se trompent souvent quand même les N1. Et en leur parlant, on a découvert un truc formidable, c'est que mais oui mais vous utilisez jamais le statut, alors je me rappelle plus du nom du statut. Ils avaient un statut spécifique, retour ou mauvaise assignation. Quand on met le ticket dans ce statut-là, ça redescend automatiquement au N1 avec contractuellement l'obligation de prendre en compte ce truc-là, de comprendre l'écart qu'il y avait dans leur décision et d'améliorer l'assignation. Du coup, ils ne le savaient pas, du coup, ils ne le faisaient jamais. Donc ça a été une belle aide pour l'équipe. Ils ont tout remonté comme ça, on a traité les tickets qu'on pouvait traiter, on a laissé en stock les tickets qu'on ne pouvait pas traiter pour les traiter plus tard. Et on a ajouté les conditions de qualité in sur ces tickets aussi. Pour réussir à diminuer le flux, il y avait un problème de qualité, de variabilité de qualité. On a aussi attaqué le stock. Le stock, c'est un truc un peu brumeux, il y a plein de tickets. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un expert, on a dit on va analyser le stock. Il y a combien de tickets simples, il y a combien de tickets complexes? Pourquoi on fait ça? Parce que les tickets simples, ça va être des tickets un peu plus simples à donner à des personnes qui ont moins la compétence, qui sont moins experts. Et c'est bien parce que les experts sont embolisés sur des sujets, on l'a vu tout à l'heure, sur des activités de projet. Et en plus, les personnes qui ne sont pas experts, ça va être des personnes qui vont pouvoir travailler sur des tickets simples sans trop de variabilité de qualité, des choses dont se plaignaient les clients. Et donc ce qu'on fait, c'est que les tickets complexes restent dans les mains des experts. Par contre, les tickets simples, on va demander aux experts d'écrire un standard
de traitement de ces tickets simples pour que les personnes un peu plus débutantes puissent traiter ces tickets simples. Donc les personnes débutantes traitent les tickets simples avec les standards écrits par les experts continuent à travailler sur les tickets complexes. Et en faisant ça, on complète et on dépile le stock. On a aussi été surpris par des demandes d'îlots. Les demandes d'îlots, on n'en avait pas avant. Alors du coup, on a été un petit peu surpris, on ne l'avait pas vu pendant l'immersion. Les demandes d'îlots, c'est en gros des créations de sous-réseaux protégés. En gros, on est dans une usine, il y a un réseau de l'entreprise, et quand il y a un prestataire qui arrive, il faut le mettre dans une bulle réseau, pour pas qu'il ait accès à tous les documents de l'entreprise, mais juste à une bulle réseau. Et ça, ils en ont eu plein pendant la phase d'implémentation. Donc on leur a demandé c'est quoi le truc. On a fait un vie ma vie avec eux et pendant 2 heures il fait une succession de tâches assez mécaniques et je lui dis mais on peut pas scripter ça. Il me dit ah si on peut scripter mais ce serait hyper long. Bah écoute on va commencer. C'est quoi la première étape? Bah, la première étape c'est de télécharger ce fichier là et d'aller le déposer sur le serveur. Ok tu peux faire un script? Ouais bah, ça c'est rapide. Hop il me fait un petit script, il clique dessus, ça télécharge le fichier, ça le met dans le serveur. Super. Et puis le reste tu le fais à la main. Et puis la fois suivante on a repris le script. C'est quoi la prochaine étape? Bah, c'est dézipper, de copier dans ce dossier. Ok, tu dézippes et tu rajoutes juste ces 2 lignes dans le script. On a fait ça, on a fait ça. Et à force de faire ça, on est passé de 2 heures à 10 minutes de traitement. Après plusieurs semaines, hein, mais on est passé de 2 heures à 10 minutes de traitement. Ça a soulagé l'équipe, vous pouvez pas imaginer. Puisqu'ils en avaient plein. Donc voilà, en faisant toutes ces petites choses, en mettant le pilotage qui nous a remonté plein de problèmes, qu'on a mesurés, on a réussi à prendre plein d'actions, l'équipe a pris plein d'actions, on a mis en place, maintenant ces actions, est-ce que ça marche? Puisque quand on fait du lean, on fait des PDCA, pour ceux qui ont été voir la session de ce matin, et dans le PDCA, là pour l'instant on a fait le P, c'était toute la première partie, on a fait le D, c'est ce qu'on vient de faire, il manque encore le check, et le acte. Est-ce qu'on a mesuré, est-ce que ça marche bien? Eh bien, en ce qui concerne le stock des incidents, on l'a divisé par 54. Les 107 demandes, souvenez-vous, on a travaillé avec le N1, on a travaillé sur la réassignation, on a travaillé sur les tickets simples, les tickets complexes pour dépiler le stock, et on est passé de 107 à 2 tickets. Et les 2 tickets, ce n'étaient pas des tickets qui avaient 50 jours, c'était des tickets qui avaient été créés le matin quand on a pris la mesure. Donc ça va, c'est raisonnable. En plus de ça, souvenez-vous les îlots qui duraient 2 heures de traitement, on est passé à 2 minutes. Et du coup, on a été voir à 10 minutes, pardon. On a été voir un client, un chef de projet qui avait fait cette demande. Et il s'est avéré qu'il nous a fait ce bien beau retour. C'était rapide, c'était très bien. Les premières que j'avais faites étaient bien plus longues en octobre 2022. Et donc le traitement là était optimal. Et cette demande n'est pas isolée, mes autres demandes ont été traitées de la même manière. Bah oui, on est passé de 2 heures à 10 minutes, forcément ça va plus vite. Donc les clients sont aussi satisfaits. Le delivery, souvenez-vous, on avait 10,2 tickets par semaine, on leur a mis un objectif à 20. Ils ne sont pas arrivés à 20, mais ils sont arrivés à 16,7. Ils ont fait plus 63% de delivery en résolvant tous leurs problèmes. Et promis, hein, ils ne travaillaient pas plus. Et ils travaillaient même moins parce qu'ils ne travaillaient plus le week-end. Et ça a été un soulagement pour eux aussi. Et parce qu'on leur a retiré, ils ont retiré tous les petits grains de sable qu'ils avaient dans les rouages. Et du coup, leur satisfaction, et ben la satisfaction collaborateur a augmenté de 36 points. De 36 points, on est passé de moins 50 à moins 14. Ça reste du négatif. Ouais, il y en a qui l'ont. Même si j'ai mis du vert, ça reste en négatif. Vous l'avez vu, hein. Ça reste en négatif, mais on a fait plus 36 points et du coup, ça a été un soulagement pour nous parce que ça a été un vrai challenge pour nous. On voulait vraiment augmenter ça. Et donc, du coup, je vous promets, hein, si le but c'était de travailler plus, ça serait pas monté par exemple. Donc ils n'ont pas bossé plus. Hein. Et est-ce que c'est donc gagné? Est-ce que je peux colorier mon deuxième œil? Bah, pas tout à fait. Parce que dans les transformations Lean, ce qu'on veut, c'est pas juste que les gens s'améliorent pendant les 2 mois où on est avec eux. Ça m'intéresse. Enfin, c'est bien, hein, c'est super. On est passé d'un truc très négatif à un truc négatif, mais pas trop. C'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut.
Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient vraiment appris un geste d'amélioration, qu'ils aient vraiment standardisé ça, et du coup, on revient régulièrement, on revient 3 mois après, pour continuer à remesurer le delivery. Je vous le dis, ce petit moment où on revient 3 mois après dans les équipes, c'est toujours un petit moment de flottement, on ne sait jamais trop ce qu'on va y voir. Mais donc, on y a été. On y est allé, et ce qu'on a vu, c'est que le delivery, qui avait fait plus 63% et qui était monté à 16,3% après l'accompagnement, 3 mois après, ils avaient encore amélioré de 38% en conservant ces gestes, en identifiant les écarts, en travaillant inlassablement sur les écarts, sur les tickets qui généraient ces écarts-là. Et donc on était monté à 23, on avait atteint notre objectif de 20, on l'avait même dépassé. La satisfaction collaborateur, quand on leur a demandé, alors finalement, après 3 mois, vous êtes comment? On est monté à plus 28, et donc on a rajouté encore 42 points par rapport au point de départ. Et donc là, j'ai pu colorier mon deuxième petit œil 3 mois après. L'équipe s'est vraiment améliorée. Elle est partie d'une situation totalement chaotique, où elle subissait totalement la situation, à une situation où elle maîtrise beaucoup plus son flux. Elle sait dire non quand elle ne saura pas le faire, et quand elle sait très bien, elle identifie les tickets qui vont leur générer du gaspillage. Et donc elle sait dire non, elle prend que les tickets sur lesquels elle peut travailler, et elle déroule, et elle maîtrise beaucoup plus son delivery. Et surtout, elle a clarifié ses conditions de réussite de chaque semaine pour pouvoir se mettre en situation de réussite. Et tout cela sans rétrospective. Je prends 2 secondes pour en parler parce que c'est un sujet important qui est souvent... alors c'est pas antinomique, hein, je dis ça pour piquer un peu, mais c'est pas une question, je suis pas contre, mais on entend souvent que la rétrospective c'est la réponse agile à l'amélioration continue. Ce qui est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas faux non plus. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. C'est pas l'unique réponse, en fait, c'est ça qu'il faudrait dire. L'avantage qu'on avait avec cette démarche-là, et ce que rapporte le Lean, c'est d'améliorer le développement des personnes, d'améliorer la compétence des personnes sur le poste de travail. Quand on accompagne des équipes agiles, ça m'embête toujours de voir les équipes agiles qui nous disent « Ah non, non, mais il faut quitter le poste de travail, il faut se mettre dans une salle à part. Comme ça, on sort un peu de notre travail. » Ouais, c'est embêtant, c'est au travail que vous avez des problèmes quand même. Pourquoi sortir et volontairement s'en aller? Et en plus, on essaie de parler de 2 semaines en retard, de ce qui s'est passé 2 semaines avant. Et ça, c'est embêtant parce qu'il s'est passé un truc ce matin. Là, ce matin, on peut y aller, là. Et donc, voilà, ce n'est pas la réponse unique de l'agilité à l'amélioration continue. Mais ça ne doit pas être la réponse unique, en tout cas. Ça ne doit pas être la réponse unique. Puisque nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'à chaque fois, tous les jours, à chaque fois qu'on nous disait, on avait pris 4 tickets et on en a réussi 2, mais qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 tickets? Eh bien, on va regarder la qualité, un problème de dispo, un problème de, peu importe, d'environnement, et on va travailler dessus. Et toujours sur le poste de travail. Notre question qu'on se pose sans arrêt, c'est qui doit apprendre quoi pour réussir dans le management opérationnel? Qui doit apprendre quoi? On reprend le la citation, qu'est-ce qu'on doit apprendre chaque jour pour réussir? Et ça nécessite de se poser la question de ce que c'est que réussir. Nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a vu les problèmes, on a mis en place un pilotage, mais on a défini que réussir, c'était faire 20 activités. Et ça leur a permis de comprendre ce que c'était que de ne pas réussir. C'est-à-dire que c'était tous les tickets qu'on n'avait pas réussi à sortir qui nous auraient amené à 20. Et en faisant ça, on a pu réussir à dire, bah tiens, du coup, on a quoi à apprendre pour réussir à sortir ça? Ben, on a à apprendre de la qualité in, on a à apprendre des problèmes de disponibilité, etc., etc. Quelques mois après cette expérience, on a été recontacté par cette entreprise qui nous a demandé d'accompagner une équipe d'architectes. Et du coup, j'ai repensé à Damien qui était dans une situation un peu compliquée. Et là, quelle n'était pas ma surprise que dans l'ensemble des équipes d'architectes, il y avait 6 équipes d'architectes. Sur les 6 équipes d'architectes, un des chefs, eh bien, c'était Damien. C'était Damien et j'étais très content de le voir là. J'ai dit, ah, c'est super de te voir ici. Il gérait 3 architectes.
Il travaillait avec 3 architectes, c'était super bien. Et là, il m'a dit ah, Nico, vraiment, c'était génial ce qu'on a fait là, grâce au Lean, on a réussi à développer des situations. Et du coup, tu vois, on a réussi à. Ouais, tu vois, ça sera même fini avant. On a réussi à développer notre activité, on a réussi à aller beaucoup plus vite, et du coup on a soulagé la charge de l'ensemble des équipes, et du coup ça m'a permis d'évoluer, c'est super bien. Donc merci, merci Oline, merci de ce que vous avez fait. Mais par contre, je suis désolé, hein, là j'ai vu que tu revenais pour faire de l'architecte, là t'es gentil, mais je suis débordé. J'ai plein de trucs à faire. J'ai masse de travail, j'ai des tickets dans tous les sens, j'arrive pas à gérer mes gars, donc là j'aurai vraiment pas de temps à t'accorder. J'ai pris mon Daruma et c'est reparti. Merci beaucoup. Tu vois, c'est fini avant. Cela dit, c'était 45 minutes, il est 36, donc ça te fait 36 minutes. Il reste 9 minutes pour question, du coup. Ce qui était prévu. Just in time, comme on dit. Ah, Merci. Salut. C'était une équipe technique et je me demandais s'il y avait eu d'autres types d'accompagnement, du type Dora par exemple. Dora Matrix. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Alors après, là, c'était une équipe technique parce que c'était le thème, hein, en plus de la GITO. Mais bien sûr, on fait des accompagnements sur des équipes agiles, sur des équipes qui suivent des Dora, et beaucoup plus. On fait des accompagnements de programmes, on fait des accompagnements de managers. Donc oui, ça marche un peu partout. Et en fait, sur les équipes agiles, tu arrives à avoir des écarts. Sur les Dora, tu arrives à avoir des écarts aussi, hein. Quand tu es sur un niveau en dessous, que tu veux passer au-dessus, et ben, tu vas regarder tout ce qui a fait que tu étais en dessous. Typiquement, si tu as je dis n'importe quoi, mais le lead time for change, ben, tu vas avoir des lead time assez rapides qui vont être dans le vert, c'est bon. Tu vas avoir des lead time qui vont être au-dessus de la cible que tu veux te fixer. Et ben, tous les tickets qui seront au-dessus de la cible que tu veux te fixer, ben, tu vas travailler dessus, tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Est-ce qu'on a eu des temps d'attente? Est-ce qu'on a eu des problèmes de qualité? Et tout ça, tu vas les identifier, tu vas travailler dessus. Et avec ça, tu peux améliorer ton delivery et tes Dora Metrics. Ok, merci. Et j'avais, c'est pas une question piège, hein, vraiment. Là, moi, j'ai vu en fait, si tu veux, avec l'Excel, une autonomie de découverte de la solution par l'équipe. Mhm. Et je voulais savoir comment ça pouvait s'entendre justement avec des mesures Dora qui sont généralement plus automatisées. Alors là, Nécessite un outillage. c'était une équipe qui était très très loin de toutes ces préoccupations. Elles n'avaient aucune métrique. Il y avait entre guillemets tout à faire. C'est pour ça qu'on est parti sur du Excel, hein. On n'est pas parti sur des trucs un peu plus automatisés, des outils de ticketing, des choses comme ça qui permettraient d'avoir des mesures automatiques sur tout ça. Mais en fait, on l'a pas fait parce que bah, là, ils n'étaient pas du tout assez matures pour ça. Voilà, c'était très loin. Ouais, j'ai une question. Yes. Donc dans cette équipe-là, bon, je suis dans une équipe où on a un flux entrant de problèmes à gérer qui est colossal. Des flux entrants de problèmes. Oui, en fait, de flux entrants de demandes pour résoudre des problèmes. Voilà. D'accord. J'essaie de reprendre tes termes. D'accord. Enfin, on est sur un produit, il y a 200 000 utilisations par jour sur les pics. Donc il peut y avoir toujours des gros problèmes ou des petits problèmes. C'est quoi pour toi les bonnes pratiques pour, en termes de première étape pour classer les problèmes qui doivent être résolus maintenant ou alors qui doivent être qualifiés un peu plus? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles comme pratique pour que une équipe là, sur un flux de 20 activités puisse avoir du temps, de la capacité ou même des bonnes pratiques pour standardiser les demandes qui lui arrivent? C'est du build ou du run? Les deux, je dirais. Ah, parce qu'il y a deux stratégies différentes. Mm. Le run, ce que tu vas essayer de faire, c'est de diminuer ton flux entrant. Quand tu travailles sur du run, tu vas travailler sur des problèmes soit de qualité, soit des micro-evols. Pas ça dans du run souvent. Et ça, en fait, tu vas essayer de diminuer ton flux entrant. Et pour faire ça, tu vas essayer de classer un petit peu ces types de problèmes que tu as, en faisant ce qu'on appelle un Pareto. Tu regardes les causes des problèmes qui rentrent, et puis tu en fais un Pareto.
pour essayer de t'attaquer à la tête de Pareto ou tout ce qui est actionnable. Parce que tu sais, hein, tu as vu tout à l'heure, je mettais il y avait des petits diagrammes là, je sais plus sur quoi. Il y avait des trucs rouges et verts, et en fait, c'était pas parce que c'était bien ou pas bien, c'était parce qu'il y avait des trucs actionnables par l'équipe et d'autres qui ne l'étaient pas. Et ben potentiellement, quand tu vas faire ton Pareto, tu vas voir qu'il y a plein de sujets qui sont sur ce sujet-là, mais c'est pas actionnable par l'équipe, donc on va pas le faire. Par contre, il y a plein de sujets qui sont sur ce sujet-là. Ah, ça, on peut faire quelque chose. Et là, donc, on va s'attaquer à celui-là. Et qu'à celui-là, on va pas s'attaquer aux autres. Les autres, ils reviendront. Hein. Si c'est des problèmes, des vrais problèmes, ils reviendront. Comme on dit, quand on traite le premier problème, le deuxième est une promotion. Et là, on va pouvoir travailler dessus. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je ferai. Le premier truc, c'est d'essayer d'aller tacler ces sujets-là. Le deuxième truc, ça va être d'essayer d'automatiser au maximum quand c'est des sujets qui reviennent, si c'est du run. Ça, c'est la deuxième stratégie qu'on essaie de mettre en place. Et après, il y a la stratégie simple complexe. Ça, c'est la stratégie pour dépiler plus quand on a du stock énorme. Pour le build. Oui, pour le build. Alors après, sur le build, nous, on va pas avoir de trucs magiques sur la priorisation, en tout cas. Parce que là, tu disais tout à l'heure lesquels prendre, lesquels pas prendre. Ça, on n'en sait rien. Le seul truc qu'on fait, c'est d'aller voir les clients. Parce que nous, on n'est pas trop avec les suppositions. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent avec des business points, etc. Mais business points, c'est sympa, mais c'est juste un mec qui a dit que c'était potentiellement plus intéressant. Donc nous, on va voir les clients, on va leur faire une VOC, on va leur dire est-ce que c'est une VOC Voice of Customer, enfin une interview, et on va essayer de leur demander. Et en fait, en leur demandant, on va voir qu'il y a ça qui est important, ça qui est plus attendu que d'autres. Et donc, dans ces cas-là, on va prioriser ça. Et après, pour prioriser ça, après, c'est une stratégie de build. C'est-à-dire que là où on avait mis 20 tickets à traiter, 20 activités projets à traiter par semaine, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, je grossis les traits, mais si on a une épique à faire dans le mois, et que dans le mois, cette épique-là, il y a 20 user stories à faire pour réaliser cette épique, et ben, ça fait une user story par jour. Et donc les daily, on n'est pas en train de se passer le bâton pour raconter sa vie, on dit, on prend laquelle user story aujourd'hui? On termine quelle user story aujourd'hui? Excuse-moi. Le vrai terme, c'est on termine quelle user story aujourd'hui. Et donc là, naturellement, parce que je vois plein de coachs dire faut lire le tableau par la droite, faut lire le tableau par la droite. Mais quand votre question c'est on termine quel US aujourd'hui, il n'y a pas besoin de leur dire de regarder le tableau par la droite. Hein. Ils le regardent par la droite automatiquement. Je ne veux pas un mec qui dit bah tiens, on va prendre celle-ci, elle n'est pas commencée, elle est bien. Non, non. On va prendre celle-ci qui est sur la droite, qui est en train d'être testée, et on va la sortir tout de suite. Et on va voir si le testeur il a besoin d'aide parce qu'on veut la sortir aujourd'hui. Donc là, en fait, ton objectif, c'est sortir tes 20 user stories dans le mois. Et donc une par jour. Et à chaque fois que tu n'y arrives pas, c'est une opportunité d'apprendre des trucs. Et ça, c'est super bien. Tiens, on a même fini en avance. C'était quelle heure normalement? C'était jusqu'à 17h, on a 8 minutes d'avance. Je pensais qu'il y aurait plus de questions potentiellement, mais... Ah, si. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans une équipe où les collaborateurs sont satisfaits et ils répondent aux besoins du client? Ah, ça. Alors, pour rien vous cacher, c'est pas les accompagnements les plus drôles. C'est pas les accompagnements les plus drôles parce qu'il n'y a pas beaucoup de challenges. Et ça m'est arrivé l'année dernière, et je pense que ce sera peut-être même ma conf de l'année prochaine. Parce que c'est une équipe très agile, qui était accompagnée par un coach agile très avancé qui fait des conférences, etc., que je ne nommerai pas. Non, il n'est pas là. je voulais mettre un peu de suspense, mais non, il n'est pas là. Et c'était... comment dire, ça manque de challenge parce que le sponsor n'a rien amélioré. En fait, quand je demande au sponsor qu'est-ce que vous voulez réussir, bon, rien, tout va bien. Ah, c'est emmerdant. Et donc là, on arrive dans une équipe super agile et on va essayer de regarder un petit peu ce qui manque. Donc on a mis en place des standards, etc. On a quand même réussi à améliorer 18% leur delivery. Ils délivraient quand même 18% de US de plus. Mais c'était complexe parce qu'on ne voulait pas non plus les brusquer trop. Là, une équipe qui est vraiment pas bien, on peut apporter plein de choses parce qu'ils ont envie d'expérimenter, ils ont envie de sortir de là où ils sont. Et donc c'est facile en fait, on peut expérimenter plein de trucs. Là, dans une équipe qui est bien, on ne va pas leur pousser des choses à expérimenter, ça va leur mettre de la pression, etc. Donc ils vont le vivre comme de la pression parce qu'ils sont bien aujourd'hui avec ce qu'ils ont. Donc c'est plus compliqué. Mais en fait, en le faisant un peu tranquillement et en s'appuyant sur le coach agile qui était là, enfin, on a réussi à améliorer de presque 20% leur delivery et c'était plutôt bien. Mais, et c'était satisfaisant pour l'entreprise qui, elle, en fait, a vu un gain et l'équipe a été très satisfaite aussi puisqu'on a eu plus 64 de NPS à la fin.
Et elle était très satisfaite du coup d'avoir appris des trucs, mais pour eux, ils ont vu ça comme une marche supplémentaire. Donc c'était quelque chose de très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément le challenge qu'on préfère, pour être franc, en toute objectivité. Oui, tu parlais justement de NPS et comment tu calcules justement cet indicateur? Tu parles de moins 50, plus 28. Alors le NPS, ça s'appelle le Net Promoter Score, et en gros, c'est toutes les personnes qui mettent moins de 7 sont ce qu'on appelle des détracteurs, donc disent du mal volontairement de ton activité, de ton service, de ta boîte, de peu importe. En fait, c'est les gens qui mettent moins de 7. Ceux qui mettent 7, 8, ils disent rien, ils sont satisfaits, mais sans le crier sur les toits. Et ceux qui mettent 9, 10, c'est vraiment des gens qui disent du bien, volontairement, et avec énergie, du service, de la boîte, de l'équipe, peu importe. Et donc en faisant ça, on a un pourcentage de promoteurs et un pourcentage de détracteurs. Et le NPS, c'est un score qui est le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Et donc en gros, ça a un score qui va de moins 100 à 100. Moins 100 quand tu as 100% de détracteurs, plus 100 quand tu as 100% de promoteurs. Et pour le petit mot, je sais qu'il y en a certains qui vont se dire « Oh, c'est violent quand même, moins de 7 pour être détracteur ». En fait, c'est du promoteur qu'on veut chercher. Hein. Si vous allez sur un site de e-commerce et que vous voyez les étoiles, 2,5 c'est la moyenne, mais vous n'allez pas acheter à 2,5 sur 5, je pense. Vous allez plutôt acheter des 4,5 ou des 5. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Hein. C'est pour ça qu'on attend du 9 ou du 10. 7, ça fait du 3,5 sur 5. On n'achète pas à 3,5 sur 5 sur les sites de e-commerce. En tout cas, on hésite. À part si on ne trouve rien d'autre. Mais voilà. Merci. J'en profite d'un petit trou entre deux questions pour n'hésitez pas à flash, à faire le petit QR code pour me donner du feedback. Ça m'intéresse énormément. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce que le Lean peut être fait à distance en remote? Est-ce que c'est des choses qui fonctionnent? Là, j'ai commencé une mission récemment et je trouve que c'est compliqué en fait d'être dans l'opérationnel avec le collaborateur. Et moi, je ressens ce besoin justement de faire une rétrospective, d'être avec eux dans une salle, de les isoler, parce que sinon j'ai du mal à capter l'information en étant à distance. Alors, il y a plusieurs questions Oui, il y a plusieurs questions et plusieurs gestes. La rétrospective, de les avoir tous ensemble. À partir du moment où tu es tous ensemble, c'est vrai que le présentiel sera toujours mieux. C'est mon point de vue. Je m'appuie sur aucune étude parce que j'en sais rien. Je m'appuie sur mon expérience qui fait que quand on fait des ateliers. D'ailleurs, les ateliers de 3 jours, c'est toujours en présentiel. Et les ateliers dont on a parlé tout à l'heure, là, quand on fait travailler l'équipe sur des sujets de qualité, coût, délai, satisfaction client, on est tout le temps en présentiel. Et donc ça, oui, c'est sûr. Par contre, de manière générale, moi, je ne crois pas trop au full remote dans ces cas-là, parce qu'il y a toujours besoin d'un lien. D'autant plus du lean, ça peut être perçu quand on leur dit tiens, vous allez faire 20 tickets alors que vous en faites même pas 11 aujourd'hui. Si on n'est pas là pour leur expliquer, pour les accompagner, pour montrer qu'on va travailler avec eux, et qu'on ait juste un petit écran avec notre tête en bas à droite, ils vont pas du tout aimer. Et là, vous n'allez pas faire monter le taux de promoteur. Donc il faut vraiment, je pense que c'est plus de l'humain, mais en effet, pour créer des liens et pour réussir à challenger réellement l'équipe, il y a un minimum de présentiel à avoir. Merci. Avec plaisir. Une question ici. Merci beaucoup. Déjà, c'était très intéressant. Tu l'as peut-être dit et je l'ai loupé au ce cas-là, je m'excuse, mais par quoi on commence? Tu vois, tu as cité plein d'actions différentes. Est-ce que c'est l'équipe qui a choisi? Est-ce que c'est vous qui avez conseillé? Voilà, par quoi on commence? Par quoi on commence? Quand on veut apporter un regard lean sur une situation, on commence toujours par le client. On fait des VOC. C'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé là. En fait, j'ai mis à la fin avec les NPS. En fait, on commence par là parce qu'on veut vraiment comprendre ce qu'ils fournissent. Et en fait, on peut faire toutes les analyses de processus, etc. qu'on veut. Ça sert à rien. La qualité d'un processus se juge ou se mesure à la qualité de ce qui sort en fait. Et donc, ce qui sort, c'est le client qui le voit. Donc, on va faire toujours des VOC. On a fait des VOC avec plein de chefs de projet pour comprendre ça. Et ensuite, on va regarder la qualité. Parce que ce qu'on se dit, c'est que si les VOC disent qu'il y a des sujets de qualité, ce qui arrive à peu près tout le temps, on va travailler sur la qualité. On va regarder les problèmes de qualité qu'ils ont. Et après, on va regarder les problèmes de flux.
Pourquoi la qualité avant le flux? Parce que si on accélère le flux alors qu'ils ne savent pas faire, ben on va juste accélérer la non-qualité. Ça ne sert à rien. Donc on va travailler sur la qualité et après on travaille sur le flux. Voilà. Et après on travaille sur la standardisation, on travaille sur le Kaizen et puis les gestes du manager. Mais c'est après, c'est quand on reste plus longtemps. Là on n'a pas eu le temps de le faire. Plus d'autres questions? Bon. Eh bien merci. Merci beaucoup. Merci.